Yaeko Taguchi, 22 ans, enlevé en 1978. Megumi Yokota, disparu en 1977 à l'âge de 13 ans. Susumu Takashi, enlevé en 1976. Hitomi Soga, kidnappé à 19 ans en 1978. Anocha Panjoy, une Thaïlandaise, disparue elle aussi en 1978. La même année, la Roumaine Doina Bumbea est enlevée. Et peut-être dans cette liste de disparus, plusieurs autres ressortissants européens. Avec des milliers d'autres, ce sont les victimes d'un programme d'enlèvement d'État organisé par la Corée du Nord il y a 40 ans. Des otages de toute nationalité, contraints d'enseigner aux espions nord-coréens leur langue, leur culture et le mode de vie capitaliste pour mieux l'infiltrer ensuite. Plusieurs dizaines de ces kidnappés seraient encore vivants, toujours retenus de force, quelque part, en Corée du Nord. À Tokyo, tout le monde connaît l'histoire de ces enlèvements. Les kidnappings de Japonais par la Corée du Nord sont même devenus une cause nationale. Et cette cause a ses icônes. Ce couple de retraités, Sakie et Shigeru Yokota. Conférences, manifestations, médias, inlassablement depuis plus de 35 ans, ils se battent pour leur fille. Megumi, enlevée en 1977 à l'âge de 13 ans, alors qu'elle rentrait de son entraînement de badminton. Pendant toutes ces années, Sakie et Shigeru Yokota ont cherché leur fille, partout, à en perdre la raison. Je devenais folle. Je voulais mourir. Je regardais l'océan et je voulais me jeter dedans. Je perdais la tête, mais je ne pouvais pas. Je devais m'occuper de son frère jumeau. Je devais prendre soin de lui, le nourrir. Quand enfin j'étais seule, je pleurais tout le temps. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Et je partais errer dans la ville, à la recherche de Megumi. Je voyais une fille de son âge qui marchait dans la rue et je me disais, elle ressemble à Megumi. Et je lui sautais dessus pour vérifier. Je voulais absolument voir son visage. Et bien sûr, ce n'était jamais elle. Je lui disais, mais non, c'est pas elle, arrête. Il avait beau me le dire, je ne pouvais pas m'en empêcher. Il fallait que j'aille vérifier, mais ça n'était jamais elle. J'ai fait ça tellement de fois. À l'époque, Megumi et ses parents habitent dans ce petit village de la préfecture de Niigata, au nord de Tokyo, sur la côte ouest du Japon. Nous avons retrouvé un policier qui a longtemps travaillé sur l'affaire de la disparition de Megumi. Voilà la maison. Et au bout de la rue, c'est là où on a perdu sa trace. Aujourd'hui encore, Toshiaki Takeda se souvient avec précision des premières heures de l'enquête. C'est par ici qu'elle a disparu. Le chien policier a perdu la trace de Megumi ici. Il a relevé la tête. Il ne sentait plus rien. La piste s'est évaporée. L'adolescente a disparu à 300 mètres à peine du bord de mer, sans laisser le moindre indice. On ne pouvait pas conclure à un kidnapping, parce qu'il n'y avait pas de message, pas de demande de rançon. Elle avait juste disparu. C'était peut-être une fugue, mais elle n'avait aucune raison de fuguer. Les mois, les années passent. Et en 1997, la vérité éclate enfin. Megumi Yokota a été enlevée par la Corée du Nord.
L'information est venue d'un ancien espion nord-coréen. Megumi avait en fait été enlevée, puis transportée sur un bateau. Comme elle appelait à l'aide et faisait beaucoup de bruit, elle a été jetée dans la cale. La petite Megumi aurait désespérément essayé de s'enfuir, mais en vain. Il a raconté qu'elle aurait essayé d'arracher les portes à main nue. Ses mains étaient en sang. Cette région de la côte ouest du Japon est le point le plus proche de la Corée du Nord, à 900 km à peine. Là-bas, vous voyez, c'est l'île de Sado. Et juste derrière, il y a la Corée du Nord. Le bateau a dû contourner l'île et foncer tout droit vers la Corée du Nord. Megumi Yokota aurait donc été enlevé, puis emmené de force en Corée du Nord en bateau. À l'époque, cette révélation scandalise le Japon. Et depuis, les kidnappings sont une priorité pour la police nippone. Ce soir-là, nous avons rendez-vous avec des agents des renseignements japonais dans un restaurant de Tokyo. Hors caméra, ils vont nous parler longuement de plusieurs cas de disparition. Quelques jours plus tard, les policiers nous envoient par mail les photos d'une maison. Elle appartenait, il y a peu de temps encore, à un médecin nord-coréen résidant au Japon. La maison se trouve à Chiba, au sud de Tokyo, en bord de mer. Selon les policiers, de là, plusieurs Japonais auraient été emmenés de force vers la Corée du Nord. Et parmi eux, un jeune garçon de 19 ans, enlevé en 1976, Susumu Takashi. Voici son frère, Fujita. Nous lui avons demandé de nous accompagner. Pendant des décennies, il a cherché Susumu dans tout le Japon. C'est là. Et juste derrière, il y a la mer. Tout est fermé. Il en est sûr, aujourd'hui, il va enfin approcher la vérité. La maison est fermée. Le médecin nord-coréen est décédé il y a quelques mois. C'est la première fois que Fujita Takashi vient ici. Ah, j'arrive à voir à l'intérieur. Là, c'est la salle de bain. Et devant la maison, un petit chemin serpente vers le bas. Où est-ce que ça va, ça? En contrebas, le jardin est à l'abandon. Entre les hautes herbes, on devine une trace qui nous conduit à une petite porte et à un escalier discret. Et là, tout ça, c'est une plage privée. En voyant cette plage, j'imagine ce qui s'est passé. Un petit bateau a dû arriver jusqu'ici. Après, pour repartir, vous avez deux solutions. Pour aller jusqu'à la Corée du Nord, il vous faut aller au nord et contourner Hokkaido, ou alors passer au sud, au large de Kyushu. Fujita Takashi n'a plus de doute. Son frère a été emmené en Corée du Nord depuis cette plage. Et cette découverte le bouleverse. Je me demande ce qu'il a dû ressentir. Je me rends compte à quel point ça a dû être dur pour lui. C'est douloureux de penser à tout ça. Il a probablement été emmené ici juste après avoir été enlevé. Je me dis que si la police l'avait cherché, si on l'avait trouvé à l'époque, on aurait pu le sauver.
Mais Fujita Takashi sait que son frère est toujours vivant. Grâce à cette photo, prise à Pyongyang et envoyée par un transfuge nord-coréen il y a quelques années. Le voici, Susumu Takashi, sur cette photo d'identité, après 37 ans passés en Corée du Nord. Reste une question. Comment les Nord-Coréens échappent-ils à la surveillance de la marine nippone ? Au quartier général des gardes-côtes japonais se cache peut-être un début de réponse. Dans ce hangar, leur plus belle prise. Un bateau espion nord-coréen. Et voici les images incroyables de cette capture, filmée par les gardes-côtes eux-mêmes. Le 21 décembre 2001, dans les eaux territoriales, un chalutier en apparence japonais et au comportement suspect est repéré. Coupez les moteurs! Coupez les moteurs! Malgré les coups de semonce, le navire refuse d'obéir et file plein ouest, poursuivi par la marine nippone. La bataille navale va durer 6 heures. Immobilisé par les tirs de mitrailleuses lourdes, le bateau prend feu. À bord, les Nord-Coréens tentent de se débarrasser des preuves de leurs activités. Le bateau, dont les moteurs ont rendu l'âme, est finalement abordé par les gardes-côtes japonais. Ils sont accueillis par des rafales de Kalachnikov et de lance-roquettes. Et au cœur de la nuit, le bateau finit par couler, entraînant dans la mort 15 marins nord-coréens. En 2002, le bateau est renfloué par les autorités japonaises. Et il va révéler bien des secrets sur les méthodes d'espionnage et de kidnapping de la Corée du Nord. Aujourd'hui, les Japonais viennent de tout le pays admirer ce bateau fantôme qui aurait pu avaler n'importe lequel d'entre eux. L'épave abritait tout un arsenal. Lance-missiles anti-aériens, lance-roquettes, grenades, fusils d'assaut, et il y a aussi ce scooter sous-marin, indispensable pour mener à bien les missions d'infiltration. À la baguette, un officier des gardes-côtes détaille pour les touristes les pièces à conviction trouvées dans le faux bateau de pêche. Mais il tient surtout à montrer l'arrière du navire. Là, une porte géante ouvre sur l'intérieur, vide. Et pour cause, le gros chalutier cachait dans son ventre ce petit bateau espion. Ce petit bateau est très difficile à repérer de loin. Il est très rapide et quand les espions les utilisent pour les kidnappings, c'est impossible de les arrêter. Parce que ce bateau vient très vite se cacher à l'intérieur du gros navire espion. Et là, c'est trop tard. Impossible de les repérer, de les arrêter. Conçu par les maîtres à penser de l'espionnage nord-coréen, le navire a été dessiné pour tromper l'ennemi. Grâce à ce type de bateau espion, la Corée du Nord aurait donc kidnappé des dizaines de Japonais. Mais dans quel but ? Nous partons en Corée du Sud. La 12e puissance économique mondiale vit au rythme des relations avec le voisin communiste. Et dans la capitale sont installés bon nombre de Nord-Coréens, des transfuges passés au sud. Nous avons rendez-vous avec un ancien espion nord-coréen, réfugié à Séoul depuis 13 ans. Il vit toujours sous protection policière. Im Chung-yoon a bien connu le programme d'enlèvement de la Corée du Nord. Il en a même été l'un des artisans. J'appartenais au bureau des unités d'entraînement. Aujourd'hui, ça a changé de nom.